Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Et pour ce premier voyage, direction la montagne, avec les premiers mots de L'énergie du désespoir, écrit par Adrien Thomas. Un crissement retentit dans le dos de la chasseresse, aussitôt suivi par le bruit moelleux d'un corps s'enfonçant dans la poudreuse. Par réflexe, Kimba assura sa position, fléchit les genoux et banda les muscles de son dos. Une seconde plus tard, le lien passé autour de sa taille se tendit brusquement. Elle vacilla, mais tint fermement sa position jusqu'à ce que le garçon se relève et réduise la tension dans la corde qui les reliait. Kimba pinça les lèvres et contint au mieux son irritation, toujours à la limite de l'explosion, une conséquence obligatoire de ses origines xamoréennes d'après les théoriciens du logium. La chasseresse refusait fermement de donner raison à ces grosses têtes arrogantes, persuadée que la couleur sombre de sa peau la prédisposait plus naturellement à la colère et à l'extraversion, et se contenta de darder sur son apprenti un regard de glace pure. Le gosse rentra la tête dans les épaules, contrit. Kimba se demandait encore ce qui lui avait pris de laisser ce crétin dégingandé lui coller au basque pendant l'une des chasses les plus importantes de sa carrière, et peut-être même de l'histoire de Mégadoras. Depuis les attentats barbares qui avaient privé la cité des rouages d'une bonne part de ses ressources énergétiques, la demande pour les dites ressources et conséquemment leur prix s'était envolée, ce qui avait mis tous les chasseurs sur le pied de guerre. En plissant les yeux, Kimba pouvait les apercevoir. Une quinzaine d'équipages semblables aux siens, minuscules fourmis noires creusant leurs sillons dans la neige fraîche teintée de l'or du soleil levant, entamant tout juste l'ascension de la gaste cordillère. La chasseresse renifla de mépris et apprécia pleinement sa position dominante, haut sur le versant quand ses rivaux à demi éveillés quittaient à peine la vallée. Elle était la meilleure, et de loin. Elle seule pouvait se permettre de prendre de l'avance et de commencer à gravir de nuit les dangereux arpents gelés. Mais le jeune noble lui avait déjà fait perdre un temps précieux qui réduisait l'écart entre elle et ses rivaux. La chasseresse jura entre ses dents. Si elle n'arrivait pas la première, les proies seraient en alerte et il deviendrait bien plus difficile, long et coûteux de les piéger. Avec tant d'enjeux et tant de concurrence, elle n'avait vraiment pas besoin de s'encombrer d'un apprenti pâteau et fainéant. Par le prépuce de Margala, qu'est-ce qui lui avait pris d'accepter ? Puis les 60 écus négligemment offerts par les nobles parents du gamin se rappelèrent à sa mémoire. 60 écus, rien que pour offrir une balade à un rejeton de sang bleu. Avec ça, elle avait eu de quoi acheter rubis sur ongle tout le matériel nécessaire à la chasse, faire réparer ses filets, s'acheter un nouveau manteau, et même faire donner un coup de lustre à Pigonus. L'automate, en bout de cordée, s'était naturellement rapproché du garçon, prêt à le rattraper s'il venait à déraper à nouveau. La chasseresse aurait préféré avoir la tête d'horloge directement derrière elle, comme d'habitude, mais elle était à peu près certaine que les augustes parents de son élève prendraient assez mal le fait d'apprendre que le cadavre disloqué de leur rejeton attendait le dégel au fond d'un ravin. Contrairement au gamin qui peinait à suivre le rythme intense imposé par la chasseresse, le domestique de métal, pourtant chargé de 5 lourdes sacoches de cuir qui s'empilaient sur ses flancs, ne ralentissait jamais. D'une parfaite constance, son échine et ses jambes rigoureusement perpendiculaires au chemin pourtant défoncé et couvert de glace, l'être de métal semblait aussi indifférent aux effets de la gravité qu'aux conditions météorologiques. Kimba s'autorisa un demi-sourire. La stabilité était l'un des innombrables avantages des têtes d'horloge. Elle savait qu'en choisissant un automate comme partenaire de chasse, elle passait pour une excentrique. Mais pourquoi accorder sa confiance et partager ses gages avec un autre être humain quand on pouvait s'en passer? Les automates présentaient en outre d'immenses avantages. Ils ne se fatiguaient pas, portaient de lourdes charges sans ralentir, pouvaient servir de bouclier contre les avalanches ou d'éventuelles attaques de barbares, et surtout, et c'était là ce que la chasseresse préférait chez eux, à moins de le leur demander expressément, ils ne parlaient pas. « Sommes-nous bientôt arrivés ?» ahana l'apprenti, la voix étouffée par l'épais col de fourrure qui occultait sa bouche. Kimba soupira. « Nous en avons encore pour une 20aine d'heures de voyage avant d'arriver à destination. »« Ah, et combien de temps avant la prochaine halte ?»« Nous n'avons pas de temps à perdre, » répondit-elle sèchement. « Comme je vous l'ai déjà expliqué, messire Visser, le fait d'arriver les premiers s'avère primordial pour notre chasse. »« Mon nom est Vézère. » »« C'est ce que j'ai dit. »
Le gamin afficha une moue offusquée qui faillit faire éclater Kimba de rire. Son apprenti était issu de la jeunesse dorée de Mégadoras, et cela se voyait. Il était arrogant, paresseux, géniard, et habitué depuis l'enfance à recevoir des autres le respect et la déférence sans se fatiguer à devoir les gagner par lui-même. « Pas de ça ici, mon bonhomme », glossa-t-elle intérieurement. Aussi viril et gracieux qu'une danseuse arthritique, l'apprenti peinait depuis des heures à se mouvoir, à demi noyé dans son ridicule manteau de fourrure pourpre. Quel animal exotique et hors de prix pouvait avoir le pelage pourpre? Kimba se le demandait bien. Avec son petit nez retroussé, ses taches de rousseur couvrant son visage encore pubère, ses cheveux blonds impeccablement tressés et le ridicule maquillage violet qui soulignait ses yeux clairs, il rappelait à la chasseresse le gigolo du quartier des Lampes qu'elle s'était offert quelques semaines plus tôt. Il n'y avait plus guère que les compagnons tarifés qui acceptaient de la réchauffer, c'est ainsi, songea-t-elle avec amertume. La faute à l'âge, qui a fait ses traits comme ses seins, et à la vie au grand air, qui avait donné à sa peau noire une allure de parchemin et à ses cheveux l'apparence et la texture d'un boisseau de paille. Mais cela ne lui importait que peu, au fond. Cette chasse lui rapporterait de quoi passer toute une saison dans les bras d'un éphèbe si elle le voulait. « Maîtresse Kimba !» insista le garçon, l'arrachant à ses pensées. « Quoi encore ?» grogna-t-elle. « Je souhaitais simplement vous faire savoir que je vous questionnais au sujet de la prochaine halte, non pas par lassitude, mais parce que la brumaille semble être en train de se lever. Je m'interrogeais donc sur nos possibilités d'atteindre un abri avant d'être rattrapé par celle-ci. » Kimba se tourna vivement vers le contrebas. Une épaisse nappe de brume s'était effectivement formée au fond de la vallée, engloutissant complètement les équipages concurrents et avançait à vive allure vers eux. « Foutre entrailles de putrelle !» jura-t-elle. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier ou de l'écouter en entier, dites-le moi, dites-le aussi à votre plateforme d'écoute et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!